Merci Nicolas. Nicolas Coignaz, je te présente rapidement. Tout le monde te connaît. Et, Nicolas Coignaz est professeur de sémiotique à l'Université de Limoges. Si je ne me trompe pas, il est le directeur du centre du CERES, Centre de recherche sémiotique, auteur de plusieurs ouvrages, il a dirigé plusieurs ouvrages, et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier avec Jacques Fontany, intitulé Terre de sens. Il s'occupe de sémiotique générale et depuis quelques années, surtout de sémiotique ethnosémiotique et anthroposémiotique. Voilà, il va nous parler de, comme vous voyez là, de générativité sémiotique à la théorie des espaces mentaux, phénoménologie et iconicité de quelques modèles sémiotiques. Merci Nicolas, toi la parole. Merci Juan, merci beaucoup pour la présentation. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui. Ouais. Ok, super. Initialement, je me réjouissais de parler aujourd'hui en même temps que Philippe Gréa, mais la SNCF en a décidé autrement, voilà, en présence. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment une théorie que je trouve depuis longtemps intéressante, la théorie de l'intégration conceptuelle et puis de la théorie des espaces mentaux. J'ai utilisé à plusieurs reprises en connaissant bien moins que Philippe Gréa, mais j'avais travaillé sur les métaphores filées, en utilisant ses travaux d'ailleurs, sur des œuvres peintes, enfin voilà. Donc il me semble que c'est une théorie qui a pas mal de choses à nous dire et qu'on n'a pas beaucoup interrogé en sémiotique, à ma connaissance, mais peut-être que ça a été fait depuis. Et voilà, donc c'est quelques premiers éléments que j'essaye d'apporter. Si tu peux passer, Maria. Oui, oui. Donc 3 points, vas-y, enchaîne ça, s'il te plaît. La diapo d'après, ouais, je veux bien. Voilà, merci, parfait. Ouais. Alors, je commence par sémiotique et distance, en empruntant pas mal de choses à Jean-François Bordron. Il me semble qu'une des forces de la sémiotique vient de ce qu'elle constitue plus une méthode qu'une approche disciplinaire, et que de cet aspect de la sémiotique découle la forme de ces modèles. Alors on essaye d'être souvent une discipline, mais je crois que Jean-François Bordron a raison quand il dit que c'est plus une méthode qu'une discipline. Dans une comparaison avec la phénoménologie, je le cite, il dit disons tout d'abord que l'une et l'autre démarche sont bien des méthodes et non des disciplines, constituées en vue de l'étude d'un objet qui sera particulier à chacune, comme cela se rencontre dans les sciences humaines. S'il s'agit bien de deux méthodes, donc ajoute Jean-François Bordron, elles ont au moins en commun d'être indéfinissables par la seule extension de leur objet d'étude. Voilà, donc c'est des méthodes, ce n'est pas des disciplines définissables par leur objet d'étude. En découle un type de scientificité spécifique. Pour la phénoménologie, il réside dans la démarche explicite de la mise entre parenthèses de toute croyance au monde, époquée. Il ajoute, ce point de départ bien connu possède, à notre avis, son correspondant dans la méthode sémiotique, bien qu'il soit rarement souligné et plus difficile à mettre en valeur. Voilà, donc c'est sur ce point-là que je voudrais peut-être rebondir un peu sur cette idée que la sémiotique serait de ce point de vue comparable à la phénoménologie, notamment par sa capacité à mettre à distance, par sa nécessité de mettre à distance. Si tu peux enchaîner. Passer à l'autre diapo, si ça marche. Voilà, je les cite toujours. Après, j'arrête, j'en aurais fini avec Jean-François. Mais si l'on se demande comment une description de ce que peut être le sens, tâche de la sémiotique, peut être, et à l'extérieur de celui-ci, ou plus classiquement, comment on peut penser à un langage sans sortir du langage. Voilà, c'est un vieux problème, mais c'est un problème auquel, je crois, la sémiotique s'est confrontée et qu'on retrouve dans ces modèles. Si tu veux bien passer à la suivante, à la diapositive suivante. Alors, c'est une problématique qui n'est pas neuve et qu'on peut renvoyer à minima, peut-être qu'il y a des traces avant, mais il me semble que ça renvoie au moins à Descartes et à l'affirmation extraordinaire, à certe videre videor, qui veut dire, alors il y a des traductions différentes, mais à tout le moins, je me vois voir, ou autre traduction, il me semble que je vois, ou encore, il m'apparaît que je vois. Alors on est loin, je cite c'est Michel Henry. Alors c'est l'analyse de Michel Henry, bien sûr c'est une analyse de Descartes un peu particulière, parce qu'il est phénoménologue, il travaille sur le vivant, mais donc peut-être qu'il tire Descartes dans ce sens-là, mais on est bien loin du dualisme, du cartésianisme.
Et donc voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qui commence en un sens radical? Qu'est-ce qui est déjà là avant toute chose quand celui-ci paraît? Sinon l'apparaître lui-même en tant que tel. L'apparaître lui seul constitue l'initialité du commencement, non pas en tant qu'il façonne le paraître de la chose et sa venue commençante à l'être. Un tel commencement n'est encore que le commencement de l'étant, initial, au sens le plus originel, l'apparaître l'est en tant qu'il apparaît d'abord lui-même et en lui-même. Et donc c'est ce qu'il identifie dans le videre videor, je me vois voir, avec deux actes qui sont différents, le videor qui est l'acte où je vois concrètement, alors que l'autre est en bordure du premier acte, comme l'acte réflexif, où je me vois voir. Bon. Dans cette définition, on a trois choses. L'étant, la chose qui est produite, l'origine de l'étant, hein, il faut bien que quelque chose lance le mouvement, et l'apparaître en lui-même, que lui dit comme apparaître de l'apparaître. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette petite parenté, mais cette histoire de je me vois voir, il me semble qu'on la retrouve, et cette tension très forte qu'il y a là-dedans, qu'on la retrouve en sémiotique. Alors, je vais essayer de montrer comment, si tu peux passer. Alors, qu'on la retrouve en sémiotique. Donc, on la retrouve dans différentes formes qu'on a pu donner à la notion d'immanence en sémiotique, différents modèles qu'on a pu donner à cette notion d'immanence, et avec lesquels qu'on utilise tout le temps. Hein, voilà. Donc il me semble qu'on retrouve les éléments de cette mise à distance dans les différentes formes topologiques qui sont données à l'immanence en sémiotique. Dans les théories qu'on connaît, le parcours génératif notamment, il n'y a pas simplement, il manque un mot, hein, il n'y a pas simplement une mise à distance abordée sous l'angle des préconditions de la signification, c'est ce que je veux montrer, mais aussi une suspension de l'évidence, hein, ça vaut pour expérience de pensée, où la forme attend son remplissement. Il y a donc suspension, dédoublement, c'est ce que je vais montrer, comme dans le videre videor, et une instauration du commencement. Et en fait, c'est un des éléments qui m'avait beaucoup frappé. Je reprends ici des éléments de réflexion empruntés donc, sur les trois grandes théories sémiotiques de l'immanence. C'est un texte qui est plus en signature, et plus sommairement dans Terre de Sens, sous le titre, l'épistémologie critique de la sémiotique. Donc c'est ça que j'utilise ici, où j'avais proposé une comparaison synthétique de la sémiotique textuelle yamslévienne, la sémantique textuelle de Rastier et la sémiotique du discours. Donc voilà, trois formes d'immanence. Et j'avais essayé de montrer ce qu'elles avaient de commun. Et alors, je vous montre rapidement ce que j'avais pu dire. Dans les trois cas, on retrouve un geste, une espèce de geste épistémologique commun. Dans les trois cas, il y a, on peut peut-être l'appeler autrement, mais j'avais appelé ça une réflexivité critique, qui vaut pour distance. Vous allez voir en quoi ça consiste, cette réflexivité critique. Et puis, d'autre part, une théorisation de la construction de l'objet, qui avait forcément les deux, la réflexivité critique et théorisation de la construction de l'objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que réflexivité critique? Si tu peux enchaîner l'autre diapo. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ah ouais, non, c'est que j'ai loupé une diapo là. Tu peux enchaîner encore, excuse-moi, j'ai oublié de te dire d'avancer. Réflexivité critique. Voilà, réflexivité critique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, réflexivité critique? C'est justement ce problème de l'impossibilité d'adopter un point de vue descriptif qui se situe en dehors de l'objet. Comment on fait pour trouver une origine? Alors, il y a des précédents, hein, je cite, là, comme Claude Zilberberg qui dit comme l'indique clairement René Thom, elle, la sémiotique, est conduite à se donner, à comprendre un objet qui la comprenne elle-même. Il s'agit, pour l'auteur de la théorie des catastrophes, dit Zilberberg, de créer une théorie de la signification dont la nature soit telle que l'acte même de connaître soit une conséquence de la théorie. Donc, comment on fait pour répondre à ça? Donc, il est nécessaire, dans cette perspective, de prendre appui sur un point de départ de la création du sens, hein, sur une source de l'analyse qui rende compte de l'impossible extériorité de la théorie à son objet. Alors, ça paraît compliqué, mais pourtant, il me semble que c'est ce qu'a fait la sémiotique de diverses manières. Alors, je vais montrer les trois. Si tu peux enchaîner, s'il te plaît. Ah oui, j'ajoute donc le deuxième point, la théorie de la construction.
Donc, il y a réflexivité critique, et puis après, il y a comment je construis mon objet. Une fois que j'ai trouvé un point de départ, comment je construis mon objet. C'est juste ça que ça veut dire. Comment j'arrive à aller après jusqu'à la construction de l'objet. Vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Je vais montrer les trois. Alors, chez Yemslev, comment c'est résolu? Alors, ce n'est pas la partie que je connais le mieux, donc je me suis beaucoup inspiré de Semir Badir et des travaux de Semir Badir. C'est quoi le réaliser? Le problème, c'est, dans cette perspective-là, c'est l'idée qu'il y a du texte, il y a un réalisé qui est inconnaissable. Voilà, donc comment je fais pour avoir une théorie qui néanmoins est adéquate à la description de cet objet qui est en partie inconnaissable? Ben, qu'est-ce qu'on trouve dans la théorie yemslevienne? On trouve comme point de départ du processus d'engendrement, de création du sens ou de l'analyse hiérarchique, on trouve l'universalité de l'analyse comme point de départ de la description. C'est universel. Vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Voilà. Et comment je construis l'objet à partir de cette universalité? Par déduction, comme vous le savez, donc à partir de l'universalité, et ce qui prend la forme d'une hiérarchie où on va passer du niveau universel au niveau général jusqu'au niveau particulier. Donc là, on a une hiérarchie, donc ce n'est pas une générativité, mais c'est une hiérarchie. Donc on construit l'objet à partir de l'universalité par une déduction, et ça prend la forme d'une hiérarchie qui passe du niveau universel jusqu'au niveau général, puis au niveau particulier. Hein, je ne détaille pas, je pense qu'on connaît ça en général. Comme on connaît pas mal aussi les deux exemples qui suivent, donc les deux cas qui suivent, pardon, si tu peux enchaîner. Donc, qu'est-ce que ça donne pour la sémiotique pour la sémantique des textes, pardon. Donc, deuxième cas, la sémantique textuelle de François Rastier. Là aussi, j'ai un point de départ d'un objet qui est le texte lui-même. Non, c'est pas la matière texte, hein, on connaît ça, mais c'est aussi le texte considéré comme singularité. La théorie de Rastier, c'est normalement une théorie qui s'efforce de rendre compte des singularités textuelles, des œuvres, on peut dire. Mais comme la sémiotique de Yemslev, il y a une espèce de dédoublement du point de départ, puisque ce que je retiens du texte, ce n'est pas l'universalité, mais c'est le texte conçu comme totalité. Voilà, donc là, on a, comme on le lit souvent chez Rastier, il y a une globalité qui détermine le local à tous les niveaux. Donc, nouveau dédoublement, vous voyez, je pars de la singularité textuelle, je dédouble, je pars de la totalité, et après, je construis mon objet par des parcours interprétatifs. Donc, la théorie de la construction de l'objet, ça sera construction de l'objet par des parcours interprétatifs. Alors, qui seront intrinsèques, extrinsèques, etc., qui suivent différents cheminements, mais l'important, c'est qu'il y a des parcours interprétatifs. J'arrive à ce qu'on connaît le plus dans le séminaire. Si tu peux passer à l'autre diapo. Merci. J'arrive à la théorie, à l'immanence de la sémiotique du discours. Alors, je dis sémiotique du discours c'est à la fois Crémas, puis l'école de Paris, on va dire, Jacques Montanil, etc. Donc, là aussi, il y a ce problème de la réflexivité critique. Et qu'est-ce que je place? Alors, il y a eu différentes versions, comme vous le savez. Je n'ai pas entendu les interventions sur le parcours génératif, mais bon, il y a eu plusieurs versions de la générativité, mais disons qu'à la source de l'analyse, au niveau profond, je passe au niveau, on va dire, phénoménologico-sémantique, ou simplement sémantique, ou alors tensif. Hein, dans la sémiotique des passions, c'était tensif, c'était la tensivité phorique. Bref, ce que je mets comme point de départ de l'engendrement du sens, c'est plus une globalité, c'est plus universel, mais c'est un niveau sémantique. Et comment je construis mon objet? Et vous voyez, il y a des liens quand même. Je construis mon objet par un parcours génératif et par le passage par conversion d'un niveau à l'autre. Alors, selon les modèles, notamment dans ce qu'avait proposé Jacques, je trouve très intéressant, c'était l'idée que la source tensive du début se transformait, mais ne disparaissait pas complètement. Donc, si tu peux enchaîner. C'est bon, ouais. Donc, je résume, hein, voilà, les trois formes de l'immanence: universalité, déduction, hiérarchie. Donc, d'un côté, sémantique textuelle, sémiotique du discours, sémantisme profond, conversion, parcours génératif.
Et dans le dernier cas, globalité, opération interprétative, parcours interprétatif pour la sémantique de Rastier. Dans tous les cas, on a une pensée réellement, mais je trouve que c'est un des points très forts de cette proposition. Alors, j'avais un exemple, alors c'est marrant parce que c'est un peu le même, le même domaine que celui présenté par Philippe Gréa. Alors, il y a peut-être des raisons inaperçues, je ne sais pas, il faudrait voir. Donc, si tu peux enchaîner. Alors, j'avais travaillé sur le street art écologique, je vous passe les détails, sur les différentes formes de street art écologique. Et là, donc, il y a plusieurs familles, j'avais distingué 4 grands types de street art écologique. Et donc, en voilà un, ce que j'avais appelé les graffitis animistes. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez croisé ça dans la rue, mais qui sont assez interpellants. Animistes, bon, vous voyez pourquoi, je l'avais appelé comme ça. Et là, c'était imposé, donc tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. C'est le cas, merci. Oups. Et c'est un des cas où l'utilisation de la théorie des espaces mentaux, de l'intégration conceptuelle, s'était imposée, sans que j'explicite complètement pourquoi. Mais c'est un des cas où je me dis, tiens, ça me semble être le plus opératoire. Donc, l'espace mental du street art écologique, alors c'est une pratique tout à fait intéressante, hein, ça interroge toujours le street art écologique, le support, la surface inscrite dans la ville et dans son histoire, et puis le dessin du graffeur. Donc on a vraiment le support du graffiti qui est à la fois une enveloppe hein, dans nos vies, et puis un lieu où on peut écrire. Voilà. J'avais mobilisé donc cette théorie se passe dans le talent du graffeur, la pratique du graffeur, et puis l'espace de la ville. Alors, je passe, tu peux enchaîner. Alors, les 2 diapos, c'est juste les montrer, mais elles ont déjà été montrées, qui rappelaient ce qu'était l'intégration conceptuelle. Donc, c'est très bien, c'est pas la peine que j'y revienne. Et, donc, c'est vraiment ce qu'on en retient en général de manière la plus sommaire. Et Philippe nous a détaillé certaines des relations de manière tout à fait passionnante. Mais là, c'était simplement la théorie dans son ensemble. Tu peux enchaîner encore. Voilà, donc la diapo qu'on a vue tout à l'heure, hein, avec l'espace générique, l'espace d'entrée, l'espace d'entrée 1, l'espace d'entrée 2 et et le blind qui produit l'ensemble. Vas-y, continue, s'il te plaît. Alors, rapporté à nos graffitis du street art écolo, que j'avais appelé animiste. Bon, vous voyez, c'est simple à organiser. On peut le formuler autrement, hein, et d'ailleurs, ça ressemble à ce qu'avait proposé Maria Giulia Dandero entre apport et support. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus qui se noue et qui est possible grâce à cette théorie. Donc, si on réfléchit de manière générale, voilà, il y a ce qui appartient à la source, c'est l'apport par le geste du graffeur. Ce qui relève de la cible, le support, la surface urbaine. Ce qui est générique, c'est la compatibilité entre le support et l'apport. Je vais le détailler après. Et puis le blind, c'est l'espace du mélange hein, qui fait naître, qui donne existence à des entités imaginaires impossibles. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le blind, c'est qu'il crée littéralement dans le discours des choses qui ne peuvent pas exister ailleurs, qui sont absolument singulières. Donc si je le détaille, après, c'est la diapo suivante. Alors il y a d'abord la présentation générique hein, sur le graffiti en général. Donc, chose tout à fait sommaire. Espace source, l'apport, qu'est-ce qu'on va avoir dedans tous les modes de production, est-ce que c'est un collage, un pochoir, un marqueur, etc. Le travail et la représentation iconique du graffiti. L'énonciateur, est-ce qu'il est individuel ou collectif? Enfin, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de l'apport. Espace cible, la ville, ses surfaces, voilà, qu'on peut détailler hein, de manière beaucoup plus précise. Donc, parcourus par les citoyens selon des modalités différentes. Est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils vont vite? Est-ce qu'il y a continuité ou discontinuité? Tout ça, ça appartient à la surface, à l'espace cible. Et puis, il y a l'espace commun, générique, qui va rendre compatible la rencontre la possibilité d'intersection entre les deux. Donc, dans la ville, il y a des surfaces d'inscription potentielles,
Voilà, ça peut faire se rencontrer les deux. Et puis, il y a des régimes de visibilité des surfaces, alors qui vont être incongrus, publics, de l'ordre de la vandalisation, autorisée ou non. Je continue, et là, je prends maintenant le cas des graffitis animistes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans l'apport, on a un dessin, je l'ai remis là pour que vous l'ayez en mémoire. On a le dessin figuratif dans l'apport. Dans le support, on a la surface d'inscription urbaine plus la présence de la nature dans l'urbain. Hein, c'est un élément du réel, donc l'arbre qui fait une magnifique chevelure. Dans l'espace commun, on a ce qui rend possible la rencontre entre les deux. Donc, ce qui est plutôt ce qu'on pourrait dire, il y a une coïncidence des formes, hein, qui est à la fois méréologique, la chevelure qui fait une partie du visage, et qui est analogique, puisque l'arbre fonctionne comme une chevelure. Et puis, il y a surtout le blind, qui est là extrêmement intéressant, où on a un double mouvement. Et c'est une des choses qui je trouve très intéressante dans le graffiti, cette espèce d'épaisseur que ça donne au mur. Un double mouvement où on a à la fois une naturalisation du graffiti, avec bon, voilà, c'est assez clair, une naturalisation du graffiti, puisqu'il devient une partie d'arbre, et puis une anthropomorphisation éventuelle de l'élément naturel. Il y a les deux, on ne peut pas distinguer les deux. On est obligé de situer le sens de ce graffiti entre les deux, entre le graffiti qui devient naturel et puis l'arbre qui parle, hein, qui devient une entité, un existant, si on veut reprendre, et on pourrait ici, ça ne serait pas inintéressant, des termes plus anthropologiques. Voilà, je suis allé très très vite, mais c'est pas grave. J'arrive à la dernière, ça te permettra de discuter. À la dernière diapo, s'il te plaît, Maria-Julien. Alors, donc voilà pour ce rapprochement. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, il faudrait faire un joli dessin que je n'ai pas fait, mais on voit bien ici que ça fonctionne un peu comme une manipulation topologique. C'est la théorie des espaces mentaux. Hein, c'est un peu comme si on avait rabattu les différentes strates génératives les unes sur les autres, voilà, en passant d'une forme topologique basée sur la verticalité et la profondeur, donc par exemple dans le modèle génératif, à une forme qui est plane et qui est iconique. C'est ce qui se passe dans le blind. Hein. On pourrait, vous imaginez, vous prenez le parcours génératif, vous rabattez les strates les unes sur les autres, vous les encastrez les unes dans les autres, et puis on arrive à un truc plat qui serait le blind, qui serait le produit réalisé, l'œuvre réalisée, créée et analysée, perçue comme un blind. Donc, il y a une ressemblance entre les deux. Voilà, on retrouve cette idée de strates et de composants, mais qui n'ont pas le même statut. Ils ne sont pas organisés de la même manière topologiquement. Il y a une forme qui décrit les tensions signifiantes actualisées, qui sont de nature cognitive dans l'espace d'arrivée. C'est ça que je trouve, moi, tout à fait saisissant. Hein, on a un espace discursif qui est non, on n'est pas dans les préconditions. On n'est pas dans les préconditions, on est dans ce qui est effectivement perçu et effectivement nécessaire pour l'interprétation de l'énoncé. Les strates qu'on mobilise. Donc ici, je l'ai remis, hein, la symbiose du graffiti comme la tension entre la naturalisation du graffiti et l'anthropomorphisation de l'élément naturel, créatrice d'une présence et d'une épaisseur du graffiti. Donc, voilà, à la limite, c'est ça que là-dessus que je voulais insister, c'est cette idée que demeurent présentes les strates préconditionnelles, voilà, puisque dans le blind, on perçoit dans la manière dont la source modalise la cible, et inversement. On ne peut pas, ce n'est pas absorbé, c'est ça qui me paraît le plus important. Et alors ça, c'est une question, mais il me semble que, in fine, ce qui, dans la théorie sémiotique, passe par des dispositifs complexes et des décisions, puisque on est obligé, vous avez vu, dans la réflexion, ce qu'on appelle réflexion critique, de dédoubler le point d'origine, de dire, bah, tiens, j'ai un truc à analyser, je dédouble cette chose pour adopter un point d'origine du parcours qui va me permettre d'engendrer l'objet. Donc, je le dédouble et il faut que je trouve un point origine qui permette ce dédoublement, qui permette à la fois de décrire de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui est très complexe. Donc, universalité,
totalité ou sémantisme profond. Voilà, c'est les trois possibles. Enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres d'ailleurs, je ne les ai pas citées parce qu'elles sont évidemment plus complexes puisque c'est au cœur de la pensée de Petitot. Et je me posais la question si dans la théorie du blind, ben, on n'avait pas une traduction peut-être plus... une autre forme de traduction. Je ne dis pas qu'il faut remplacer, je ne suis pas en train de dire qu'il faut remplacer le parcours génératif par les espaces mentaux, mais peut-être que on peut s'intéresser... alors, il y aurait mille autres choses à faire hein, pour comprendre sémiotiquement les espaces mentaux. Ça, c'est un des aspects de la question. En quoi l'actentialité est mobilisée. Enfin, voilà, en écoutant Philippe Grave, je pensais à ces différentes possibilités. Là, je voulais montrer au moins cette parenté et cet avantage éventuel de la topologie du blind par rapport à la topologie générique. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je veux laisser la parole à d'autres personnes, peut-être à d'autres personnes qui connaissent beaucoup mieux que moi la question de la théorie du blend. Mais je reviendrai, si tu me le permets, déjà que je suis en train de gérer les PowerPoint, si je les retrouve, non? Alors, il y avait un chemin où c'était marqué 2 fois support. Alors, ici, oui. Oui, alors, vraiment des questions très ponctuelles de précision. Alors, l'espace générique, justement, dans la compatibilité support-rapport, j'aurais osé dire que ce moment de compatibilité, on pourrait les décrire comme le geste d'inscription, parce que le geste d'inscription dépend justement de la disponibilité des matières physiques de support et de ces disponibilités, disons, des natures de l'être, comme l'aurait dit Umberto Eco, et de l'autre côté, bien sûr, l'apport a toujours à faire avec une gestion de la substance, disons, comment on traite la matière de base par exemple, dans la manière dont les couleurs se présentent. Mais plus généralement, j'étais interrogée, je m'interroge sur la différence entre la manière d'entendre les deux espaces d'entrée dans vos deux interventions. Toi, Nicolas, tu t'es concentré sur la production matérielle. Et donc, effectivement, tu as fait une schématisation de l'acte d'instauration. Tandis que dans le cas de Philippe, les domaines d'entrée avaient plus à faire avec des domaines de la vie sociale et de l'intellectuel, parce qu'évidemment, bon, la foresterie, les jeux dominos, etc. Est-ce que, c'est une vraie question, est-ce qu'on peut tenir ensemble des espaces d'entrée si différents comme apport-support, disons, et des espaces, disons, des domaines. Ouais, merci Maria Julia. Peut-être que Philippe Grasse serait plus à même que moi de répondre sur la possibilité de l'utiliser diversement. Il me semble que alors, dans ce que font Foucault et Turner, il y a énormément d'objets différents qui sont analysés à cette aune. Presque tous, et d'ailleurs de manière envahissante. C'est ce que disait Philippe Grasse, et ça peut être analysé à peu près pour tout, utilisé à peu près pour tout. Là, dans ce que tu disais, geste d'inscription, oui, mais si on ajoute dans le geste d'inscription ce qui rend possible ce geste d'inscription, et c'est de la même manière quand tu dis apport, c'est substance.
ouais, mais c'est plus large que ça, puisque c'est aussi l'ensemble des connaissances, de ce qui est mémorisé, tu vois, donc c'est plus large que ça. Enfin, dans mon esprit, c'était plus large que ça. Dans ce cas-là, ça se traduit par le type de peinture, le type de geste. Est-ce que c'est un énonciateur seul? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Enfin, tu vois, c'est quand même assez large. C'est l'ensemble. Et du coup, on se rapproche plus de quelque chose qui est de l'ordre des pratiques sociales. Mais c'est une nouvelle fois, c'est ce qu'on est obligé de déployer à partir de ce qui est réalisé pour comprendre la singularité de ce qui est réalisé, quoi. Bon, je ne sais pas si Philippe Gray a Mais plus de réponses. pardon, je suis hyper d'accord sur la question des espaces d'entrée. Il faudrait construire pour chaque espace d'entrée des généalogies, des techniques, par exemple, pour l'apport et pour le support également. Je veux dire, moi, je voudrais continuer ces deux espaces d'entrée par des généalogies de formes, par exemple, ou par des généalogies de techniques. Et je reste très insatisfaite, non pas de vous deux, mais de cette théorie qui bloque un peu. Moi, juste pour ajouter, moi, ce qui je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que ça se maintienne, c'est que ça reste présent. Et c'est pour ça que je l'avais utilisé. Alors là, j'avais plus exploité ce que dit Philippe Gray, mais pour décrire la métaphore filée, mon interrogation, c'était quand on travaille sur la métaphore filée, la proposition tensive, oui, je pense que c'est tout à fait intéressant, mais ça se rapproche un peu, parce qu'il y a une autre version que je n'ai pas donnée, c'est aussi celle qu'on a faite dans Terre de Sens, parce qu'il y a une autre alternative qu'on a proposée dans Terre de Sens de ce petit parcours. Où on a à la fois voilà, ce que j'ai montré. Ouais. Mais je vous laisse lire Terre de Sens. Voilà. Je n'ai pas le temps de répondre plus, je suis désolé. Parce que tu dois partir, Nicolas. Hein? Ouais, ce que je t'avais dit à l'écart, il est 20, là, je suis désolé, vraiment. Jean-François voulait peut-être poser une question, alors on renonce. C'est sûrement, je veux bien la lire, s'il veut, parce que c'est sûrement intéressant. Tu peux lui écrire. Il t'écrira. Ouais, désolé Jean-François. Merci, excusez-moi. Mais il s'en va. Nicolas s'en va. Je ne sais pas quoi dire. Oui, il est parti. Oui, il part. Il me l'avait dit qu'il devait quitter à 15. Vous écrirez. Bon. Ciao, Nicolas. Ciao, Marie-Julienne. Désolé, Jean-François. Merci beaucoup. Merci beaucoup.